Bon, avant toute chose, je vais vous dire un truc, si j'ai un bonnet, vous avez vu le temps qu'il fait dehors, c'est pour ça que j'ai un bonnet, j'ai froid. Oui, on est au mois de juin, on est le 7 juin 2025 et cette semaine encore, le monde a prouvé qu'il tourne toujours à l'envers. Mais en plus, il le fait avec une certaine conviction. D'un côté, vous avez Trump qui hurle sur Powell pour qu'il baisse les taux alors que l'inflation, elle est toujours plus ou moins là. De l'autre, vous avez Xi Jinping qui décroche enfin son téléphone. On n'y croyait plus vraiment pour discuter donc avec Donald. Résultat, une invitation pour le thé lundi prochain à Londres. Mais ça va bien se passer, il paraît. Dans tous les cas, en tout cas, on compte dessus. On compte sur le fait que ça va bien se passer. L'emploi américain officiellement solide, officieusement, c'est une escroquerie et on n'a même pas lu, on a lu que la première. Et on a lu que la première couche des headlines parce que la suite, c'est un peu moins drôle. En Suisse, toujours le même calme olympien, mais avec des fissures dans le vernis. Bref, cette semaine, c'est géopolitique, taux d'intérêt, schizophrénie boursière et grosse dose de bullshit bien emballé. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 7 juin 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on commence tout de suite avec notre petit point de situation. Eh bien, vendredi dernier, donc hier, Donald Trump a repris son mégaphone préféré, Truth Social, pour réclamer une baisse des taux d'intérêt d'un point entier, 4 fois 0,25% sur les taux d'intérêt, oui, un point complet. 4 fois 25 pips, 1 point, terminé, bam. Et ça, juste après que les chiffres de l'emploi de mai soient tombés, 139 000 créations de postes, un poil au-dessus des attentes, mais un peu en dessous du mois précédent. Bref, le marché de l'emploi reste solide. Enfin, c'est clairement des mensonges, et ces chiffres sont totalement magouillés de l'intérieur, mais c'est pas grave, ça donne à Trump la possibilité de ramener encore une fois sa fraise contre Powell. Parce que moi, il faudrait m'expliquer comment on fait pour avoir 139 000 créations d'emplois alors que le taux de chômage augmente et de plus en plus d'Américains ont deux jobs pour survivre. Mais bon, passons, ces chiffres sont de là. Mais ça aura au moins permis à Trump de pouvoir s'auto-congratuler. Great job, numbers, stock market is up, big billions pouring in because of the tariffs. Comprenez, excellent chiffre de l'emploi, la bourse explose à la hausse, des milliards qui rentrent dans le marché grâce aux droits de douane. Mais malgré la fête sur les marchés, le président veut que Powell sorte le bazooka monétaire déjà plus tôt dans la semaine, après le rapport ADP qui lui était considéré comme décevant, ce qui est assez drôle, hein, parce que quand vous regardez les chiffres économiques, quand ils nous arrangent pas, on les considère comme pas fiables. Mais quand les chiffres nous arrangent, alors là, tout d'un coup, ils sont hyper fiables. Tu parles d'un marché complètement schizophrène et bipolaire. Bref, donc, déjà plus tôt dans la semaine, Trump réclamait une baisse des taux après ces chiffres pas fiables sur la DP. Mais alors là, après les chiffres du NFP d'hier, le président s'est refait plaisir et il remettait une couche contre Powell en le taclant directement juste en dessous des genoux. Si trop tard, too late, ça c'est Monsieur Powell, à la Fed baissait les taux, eh bien on réduirait fortement le taux d'intérêt. Pour l'instant, il coûte une fortune au pays. Bon, le problème, encore une fois, à la Fed, c'est indépendant sur le papier, et surtout, l'inflation est toujours au-dessus des 2% visés. Le dernier chiffre du PCE, on le sait, eh bien, c'est l'indicateur préféré de la Fed, il était à 2,1 en glissement annuel. Et avec les hausses de tarifs décidées par Trump lui-même, les prix pourraient continuer à grimper. Enfin, on connaît l'histoire, ils pourraient, c'est même pas sûr, parce que pour le moment, on n'a rien vraiment vu de concret. On se méfie, mais concrètement, si les chiffres de l'inflation sont justes, l'inflation n'est pas encore arrivée, tarif ou pas tarif. Mais ça, Trump fait comme si ça n'existait pas. Pour lui, il n'y a quasiment plus d'inflation, et si jamais ça repartait, eh ben, on montera les taux plus tard. Facile, il n'y a qu'à Faucon. La vraie raison de son obsession pour les taux bas, c'est tout simplement faire baisser le coût de l'argent pour le gouvernement, les entreprises et le peuple américain, bien sûr. Enfin, surtout pour relancer la machine économique avant novembre 2026, s'il veut garder son full power à la Maison-Blanche. Enfin, quoi qu'il en soit, Trump aimerait bien que Powell baisse les taux maintenant ou qu'il démissionne de la Fed tout de suite pour qu'il puisse être remplacé par quelqu'un qui est plus proche du président et plus, disons, arrangeant. Le problème, c'est que Powell, il veut pas partir. Enfin, pas pour le moment, en tous les cas. L'autre sujet de la semaine qui excite les marchés, c'est le couple Xi et Trump qui refait des siennes. On dirait un mauvais remake de Guerre et Paix, sauf que là, c'est surtout la guerre commerciale qui est principalement dans le bouquin. Après des semaines de silence radio, Donald Trump a enfin décroché son téléphone pour appeler Xi Jinping, qui a enfin répondu. Enfin, vous savez, ce coup de fil que tous les marchés attendent depuis des semaines. Et visiblement,
visiblement, l'appel s'est bien passé, en tout cas selon Trump lui-même, qui a déclaré tout sourire. On a eu une super discussion et on a réglé toutes les complexités très complexes. Bref, il a sorti une punchline à la Mar-a-Lago. Sauf que là, tout de suite dans les faits, pas de deal, pas de date et pas d'avancée concrète, juste une invitation polie de Xi à Trump pour venir faire un tour en Chine et vice-versa, mais sans agenda très clair, sans date, sans promesse, juste un petit passez boire un verre quand vous voulez, suffisamment diplomatique. En toile de fond, toujours la tension sur les fameuses terres rares, ces petites cochonneries ultra précieuses sans lesquelles nos iPhones et nos voitures électriques seraient presque aussi utiles qu'un grille-pain en panne. Pour l'instant, Pékin garde la main sur le robinet et personne ne sait encore s'ils vont le desserrer ou continuer à le serrer façon prise étranglement économique. D'ailleurs, pour parler encore de la Chine, des marchés actions ont repris de la vigueur en fin de semaine après que le président Donald Trump, encore lui, ait annoncé qu'un rendez-vous entre responsables américains et chinois aurait lieu lundi pour discuter du commerce. Cette fois, Genève est hors jeu et c'est Londres qui récupère la patate chaude. Le président a déclaré qu'il pensait que cette réunion devrait très bien se passer. On peut bien sûr lui faire totalement confiance. Parlons maintenant des chiffres de l'emploi d'hier. Vous le savez, ils sont extraordinaires, fantastiques, géniaux, mirifiques. Les superlatifs me manquent. Alors que tout le monde s'attendait à un mois tout pourri sur le front de l'emploi, eh bien les États-Unis ont sorti un chiffre un poil meilleur. 139 000 jobs créés contre 125 000 attendus. Alors pas de quoi faire la fête au champagne non plus, mais ça tient. Ça tient. Le chômage reste coaché à 4,2% et rien ne bouge de manière assez suspecte. D'ailleurs, j'ai déjà dit et répété, ces chiffres sont probablement bidonnés de tous les côtés, puisqu'à chaque fois, ça arrange le gouvernement. What a surprise! Ça peut pas fonctionner, moi j'y crois pas une seconde. Mais bon, ce que l'on peut et ce que l'on doit retenir de ce chiffre, c'est que c'est stable, mais peut-être un tout petit peu trop stable. Alors les salaires, ils sont en hausse de plus 0,4% sur le mois et plus 3,9% sur un an. Les gars, ils bossent, ils gagnent un peu plus. Normalement, ça devrait faire plaisir à Powell, mais avec Trump qui hurle pour une baisse des taux, on commence à sentir tourner le vent. Si les salaires montent, les gens vont dépenser plus, donc inflation ou pas inflation? Côté création d'emplois, c'est la santé qui sauve le mois, avec 62 000 postes, suivent l'hôtellerie, la restauration, 48 000 et l'aide sociale, 16 000. En gros, on soigne, on nourrit et on assiste. Par contre, l'État a quand même viré 22 000 personnes dans les postes publics. Merci Trump et Musk, même si ce genre de phrase sonne plutôt faux depuis quelques jours. Mais attention, derrière les bons chiffres se cache quand même un truc qui ne va pas. Parce que si vous regardez les chiffres d'avril, il était révisé à la baisse. Moins 30 000. Mars aussi, moins 65 000. Donc l'enquête ménage, celle qui mesure le taux de chômage, montre une chute brutale de 696 000 emplois. On parle de 623 000 jobs à temps plein qui se sont purement et simplement volatilisés, disparu, pouf, par magie, et les marchés, eux, ils réagissent comme d'hab. Les futurs sont montés, les rendements obligataires aussi, tout le monde a vu le chiffre des headlines, et on a zappé le reste des chiffres. C'est un grand classique, on n'a même plus le temps de rien, qu'on lit même plus l'article jusqu'au bout, on a juste vu qu'ils avaient fait mieux que les attentes, ça nous suffit pour faire monter le marché, et on est super content. Certains experts commencent pourtant à le dire haut et fort, le marché de l'emploi tient encore debout, mais à un moment donné, il y a quand même un gros risque que ça va nous péter à la figure. Enfin, pour moi, ça a peut-être même déjà pété, mais on nous enrobe les chiffres avec plein de jolies couleurs pour cacher la merde au chat, et le plus fort, c'est qu'on y croit. En tous les cas, avec l'économie qui tangue à cause des tarifs douaniers et des menaces géopolitiques version Trump show, eh bien, on sent que le vent est quand même un tout petit peu en train de tourner, même si les chiffres d'hier étaient bons en surface. Pour la Fed, c'est simple, pas de mouvement prévu à la prochaine réunion du 18 juin. Ils attendent, ils observent, ils serrent les dents, et pendant ce temps-là, Trump continue à leur souffler dans la nuque pour baisser les taux à tout prix, histoire que les Américains puissent s'endetter à 0% et acheter leur troisième pick-up à crédit. On connaît le refrain. Chez nous, en Suisse, dans tout ça, on tient le rôle de l'élève modèle, mais sans trop de gloire. La Suisse fidèle à elle-même reste calme au milieu de la tempête. Mais attention, c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'il ne se passe rien. Le CPI en Suisse a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent. L'inflation reste donc extrêmement modérée, ce qui donne à la BNS une certaine marge de manœuvre pour ajuster sa politique monétaire. En gros, on s'attend à voir les taux à zéro dans le courant du mois de juin. C'est pas encore une certitude, parce que le franc suisse, lui, il continue à jouer les divas et reste beaucoup trop fort. Et dans une économie aussi ouverte, un franc trop fort, c'est un petit peu compliqué pour nos industries. Le taux de chômage en Suisse est resté stable à 2,8%, avec une légère baisse de 2157 chômeurs par rapport au mois précédent. Par contre, en base annuelle, le nombre de chômeurs a augmenté de 21,3%, soit 22 479 personnes de plus au chômage. Et donc, selon le SECO, c'est eux qui le disent, bien que la situation semble stable à court terme, l'augmentation annuelle du chômage suggère une détérioration progressive du marché
marché du travail. On notera encore que l'Office fédéral de la statistique a observé une première baisse des prix à la consommation sur un an depuis le printemps 2021. Contrairement au mois d'avril, le renchérissement des loyers n'a pas suffi à compenser la baisse des prix de l'énergie, mais que l'on se rassure, les primes d'assurance maladie feront le boulot à la fin de l'année. Cette semaine, même si la performance des marchés aura été satisfaisante, on a quand même noté un retour des tensions globales, Ukraine, Russie, pétrole et cacophonie géopolitique. Pendant qu'on regarde Trump et Powell se tirer la bourre, le reste du monde continue de cramer. Cette semaine, on a eu droit à une montée en puissance des frappes ukrainiennes, à des réactions musclées de la Russie, à un OPEP qui fait semblant de contrôler le marché du pétrole alors que le baril fait plus ou moins ce qu'il veut. On est dans une phase ultra sensible, un mot de trop, une bombe mal placée, une réaction politique excessive et bam, le marché peut basculer. Le pétrole est monté, redescendu, remonté, il va probablement redescendre et ça, pour les marchés, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Les investisseurs adorent la stabilité, mais en ce moment, ils doivent quand même jongler entre guerre en Ukraine, situation au Moyen-Orient, une Chine qui tourne un petit peu trop autour de Taïwan et qui pourrait redistribuer les cartes dans la région, sans compter Trump qui se prend la tête avec la Fed, Trump qui se prend la tête avec Musk, Musk qui se prend la tête avec Trump. Résultat, le risque géopolitique est de retour et le risque de shaker géopolitique n'est jamais une bonne nouvelle pour les marchés financiers puisqu'on n'aime pas l'incertitude. C'est d'ailleurs peut-être le point le plus important de la semaine, les marchés ne savent plus quoi faire. Bon, ça monte, d'accord, un jour c'est l'euphorie, le lendemain c'est la panique, un jour Nvidia emmène tout le monde au sommet, le lendemain c'est la macro qui fout tout par terre. Bref, les investisseurs sont paumés et pour cause, eh bien, il n'y a plus de cohérence. Il n'y a plus de cohérence, les bonnes nouvelles font monter les taux, donc baissent les actions, et les mauvaises nouvelles font croire à une baisse des taux, donc ça fait monter les actions. C'est devenu une espèce de soupe de paradoxe dans tous les sens. Les stratégies de gestion s'ajustent à la minute, les robots trading deviennent schizophrènes, ils le sont déjà depuis un moment, et le pauvre investisseur moyen, ben, regarde ça comme un épisode de Black Mirror, avec une seule certitude, ben, il va falloir rester agile et surtout ne pas croire que ce qui monte aujourd'hui ne redescendra plus jamais demain. Autrement, on retiendra quand même que la BCE a baissé les taux de 0,25, qu'en théorie c'est la dernière fois, ils sont un tout petit peu à bout de munitions, on en a parlé dans le Morning Bull d'hier, Trump est fâché avec Musk, et ça a des conséquences pour Tesla et l'industrie spatiale, les semi-conducteurs tiennent toujours le bon cap, Broadcom a publié de bons chiffres et une bonne guidance, mais on prenait les profits, on voit un switch en direction des valeurs défensives, et pendant ce temps-là, Procter & Gamble licencie en masse, les ventes de détail souffrent, on l'a vu encore chez Lululemon, et Microsoft est au plus haut de tous les temps, mais c'est Nvidia, la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Passons maintenant aux performances de la semaine, histoire de voir comment cette soupe se traduit dans la tête des investisseurs. Alors comme vous le voyez, c'est l'argent qui est en première position cette semaine, plus 9% quasiment pour l'argent. Et puis, alors, le pétrole, plus 6,23, les semi-conducteurs, plus 5,89, le Nasdaq, plus 2,18. Et on voit aussi que le Hang Seng à Hong Kong s'est bien repris, plus 2,16, le S&P 500, plus 1,5. On est au-dessus des 6000 sur le S&P 500, il faut le noter quand même. Le DAX prend 1,28%, on se bat toujours au plus haut de tous les temps. Le SMI reprend 1,13%, ça rigole. Shanghai, ça va un petit peu mieux parce qu'on espère au niveau des discussions par rapport aux droits de douane, donc plus 1,13. Et puis vous voyez, tout le reste est quasiment dans le vert, sauf le Nikkei et le Brésil. Le Nikkei perd 0,59% et le Brésil est en baisse de 0,67%. Bon, le Nikkei, il y a toujours des chiffres économiques qui montrent que c'est compliqué et on a toujours très très peur au niveau de l'obligataire au Japon. Mais par contre, pour l'instant, eh bien, personne n'en parle vraiment beaucoup. On est bien occupé par d'autres choses. Quand on pense à la panique dans laquelle on était au sujet des taux il y a encore quelques semaines, c'est assez fou la vitesse à laquelle nous oublions. Du côté du SMI, eh bien, on va en parler tout à l'heure, l'UBS cartonne cette semaine, plus 6,45%. Après, vous avez d'autres boîtes comme Geberit qui prennent 3,88%, vous avez Novartis qui prend 3,24%, vous avez Roche qui prend 1%. Donc ça va plutôt pas mal, il y a juste Nestlé qui continue à être s'embourber avec ces histoires d'eau minérale en France et qui lui pèse un peu sur la tête. Et puis Holcim prend aussi 4%, eux ils vont bientôt arriver en bourse aux États-Unis, on va aussi en reparler tout à l'heure. Mais globalement, belle semaine sur la Suisse. Il n'y a pas eu de trop grosses casses, si ce n'est Partners Group qui perd 2% et Richemont qui perd 2%. Richemont, c'est toujours la crainte des problématiques avec la Chine. Et pour ce qui est de Partners Group, c'est un downgrade de Goldman Sachs, sauf erreur, qui a mis la pression sur le titre cette semaine. On attaque les graphiques cette semaine. Alors vous voyez que sur le SMI, eh bien, on est toujours dans notre range passionnant, hein. C'est l'éclat total pour le moment.
Vous voyez que ce range, il est un petit peu tiré par les cheveux encore, mais là, on est quand même quelque part. On voit que si on arrive à casser les 12 444, on va dire que je pense que le SMI va accélérer à la hausse. Mais pour l'instant, on reste dans un range. Je pense que si la semaine prochaine, on continue et on casse à la hausse, tiré par ce qui va se passer probablement aux États-Unis, ce sera probablement les chiffres du CPI qui pourront nous aider aux États-Unis. On pourrait très bien voir une accélération, une cassure. Et à ce moment-là, on ira chercher les plus hauts de nouveau sur le SMI. Le S&P 500, alors lui, la question ne se pose même plus. Il va aller au plus haut de tous les temps. La question, c'est quand ça? Est-ce que c'est lundi ou mardi ou mercredi? Mais en tous les cas, le graphique, là, il est en train de tout casser à la hausse. On clôture au plus haut des plus hauts depuis un bon moment. Vous voyez que la dernière clôture aussi élevée, elle date quand même du mois de février. Donc là, on est en train de repartir sur le S&P 500. Et je pense que et si on casse les 6140, c'est-à-dire les plus hauts historiques sur le S&P 500, sans la baisse des taux demandés par Trump, on va entendre du cocorico pendant un bon moment. Mais en tout cas, techniquement, vous voyez qu'on est dans une tendance, clairement, bon, c'est vertical, mais on est dans une tendance haussière sur le S&P 500. Il n'y a rien à dire, on peut aller affiner peut-être un peu plus comme ça. Vous voyez qu'on est dans une tendance à la hausse, il n'y a rien à dire pour le moment. C'est vertical, c'est très raide, on n'aime pas ce genre de choses. Mais en tous les cas, le marché ne veut rien savoir. On a vu avec les nouvelles qu'on a eues cette semaine, il y avait des fois des raisons d'être un petit peu inquiet, mais rien à faire. On voit vraiment que le côté des Jedi continue de bien performer. Et je pense que le S&P 500, sauf catastrophe, sauf discours compliqué de Donald Trump, eh bien, il va en direction du plus haut de tous les temps. Le SOX, alors là, ce sera aussi un des juges de paix ces prochains temps. On voit que le SOX a littéralement explosé la moyenne mobile des 200 jours. On s'en éloigne. Prochain objectif sur le SOX, 5450. Tout ça sera déterminé par tout ce qui va se passer ces prochains temps au niveau des semi-conducteurs. On a vu qu'on a passé l'écueil Nvidia de manière pas géniale, plutôt pas catastrophique, plutôt fantastique. On a passé les chiffres de Broadcom en fin de semaine aussi de manière spectaculaire. On termine en baisse, mais le titre, je le disais l'autre jour, a pris 88% depuis les plus bas. Donc on voit que tout le secteur des semi-conducteurs se porte bien. L'intelligence artificielle tire tout ça à la hausse. Et là, globalement, on est aussi dans un range. Vous voyez qu'on a quand même cette zone de range sur le SOX qui passe, qui fait comme ça, grosso modo. Donc notre prochain objectif, c'est d'aller chercher les 5450 sur le SOX pour envisager d'aller chercher les plus hauts de tous les temps. Mais on risque aussi de se heurter à cette forme de résistance et peut-être osciller pendant un bon moment dans ce range. Les prochaines décisions, ce sera la Fed, ce sera le CPI qui va arriver, les nouveaux chiffres économiques du mois de juin, et puis si effectivement inflation il y a ou pas du côté du marché américain, de l'économie américaine, qui pourrait donner une direction définitive au SOX ou pas. Donc pour l'instant, on est un petit peu au milieu de nulle part, mais les marchés se portent bien, et comme je vous le disais tout à l'heure, le S&P 500 va clairement en direction du plus haut de tous les temps. Du côté de plus haut de tous les temps, on a le DAX, comme toutes les semaines, Deutschland über alles, qui est de nouveau au plus haut de tous les temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est incroyable, c'est que vous voyez que les indicateurs qui montraient qu'on était topish ici, eh ben, ils ont à peine déclenché une faiblesse. Il n'y a même pas eu de faiblesse, ça continue de monter. Et là, on est de nouveau, les indicateurs se recalment, ils redonnent des signaux d'intérêt. Et là, vous avez de nouveau ce sentiment que le DAX, il va aller chercher les 25 000. Tout le monde parie en Allemagne sur ces 1000 milliards d'euros qui vont rentrer dans l'économie et qui vont booster l'économie allemande. C'est en tout cas tout le mal qu'on peut leur souhaiter, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont anticipé quand même pas mal de choses. Mais bon, depuis le temps que je me méfie de ce qui se passe en Allemagne, je vais arrêter de donner mon opinion. La France, ils ont pas fait grand-chose. Le CAC 40 est au milieu de nulle part. On oscille autour de 7700, 7800. Pas de grandes nouvelles, pas de grands sentiments, pas de grande envie. On regarde ce qui se passe un peu à côté. Malgré les annonces de la BCE la semaine dernière, il n'y a pas eu un impact phénoménal sur les marchés. Il ne se passe rien pour le moment sur le CAC 40. On attend qu'il y ait des nouvelles annonces ou des choses qui se décantent au niveau des droits de douane, puisque pour l'instant, je vous le rappelle qu'on ne sait toujours pas ce qui va se passer au niveau des droits de douane, et que tout ce qu'on sait, c'est que d'ici le 8-9 juillet, eh bien, il va devoir se passer des choses. C'est dans un mois, donc on n'a plus que 30 jours pour voir comment tout ça va se décanter au niveau des droits de douane pour les pays européens. Autrement, vous avez l'or qui consolide à haute altitude. On n'est pas loin des plus hauts de tous les temps. Les gens sont toujours très intéressés. Il y a toujours beaucoup d'achats sur l'or du côté des banques centrales. Donc pour l'instant, pas grand-chose, pas de questions à se poser. On traîne toujours autour des 3300, 3400. Et on attend le prochain mouvement haussier. Le pétrole, je vous disais qu'il était dans son range l'autre jour.
on parlait beaucoup de ce range entre 56 $ et plutôt 63 et des poussières. Vous voyez qu'on a cassé le range par le haut. Donc pour l'instant, on sort à la hausse sur le baril. Il n'y a vraiment aucune explication fondamentale par rapport à ça, puisque on sait que pour l'instant, les discussions avec l'Iran sont un peu mises en stand-by, mais ça fait 2 semaines qu'on est au courant. De l'autre côté, vous avez l'OPEP qui va augmenter sa production. Ça n'a eu aucun impact sur le prix du baril, puisqu'il continue de monter dans l'autre sens. Enfin, pour l'instant, on a cassé la résistance. Il faudra voir si on peut s'établir de manière durable au-dessus de cette résistance qu'on voit ici. Vous voyez qu'on a cassé le niveau des 63 trois quarts. Aujourd'hui, on se traite à 64,60 sur le baril. Et donc, on est en train de partir à la hausse. Et si on va chercher un petit peu nos tendances de fond, vous voyez qu'on est en train de tester la résistance du canal descendant. Donc, je vous laisse imaginer ce qui va se passer si on va chercher les 65, 65,5 sur le baril. Potentiellement, il peut y avoir un rebond qui serait assez spectaculaire, mais qui serait un tout petit peu angoissant au niveau du chapitre de l'inflation, bien sûr, puisque forcément, si le baril remonte, le plein d'essence sera un peu plus cher. Mais c'est pas grave parce qu'on a tous acheté des voitures électriques entre deux. Le Bitcoin qui s'est replié un peu en fin de semaine pour aller chercher la moyenne mobile des 50 jours, et ça marche hyper bien. Hein. Vous voyez, on s'est posé dessus, on rebondit derrière, on est à 105 000 ce matin. Voilà, la porte est toujours ouverte pour moi. Je pense qu'on a été récupérer un petit peu d'énergie sur le Bitcoin et puis on devrait aller rechercher les plus hauts historiques tout soudainement et tout prochainement, ces prochains jours. En tout cas, si on croit à l'aspect technique de la chose, à mon sens. Et on attaque donc le chapitre des vedettes de la semaine. Sandoz, le cousin rebelle de Novartis, a lancé 2 nouveaux médicaments aux États-Unis, le Wyost et le Jubbonti. Leur particularité, c'est les 2 premiers biosimilaires interchangeables du denosumab, qui est un traitement majeur contre l'ostéoporose et les métastases osseuses. Traduction, même effet, même sécurité, mais moins cher, et surtout validé par la FDA pour remplacer les originaux sans poser de questions. Alors pourquoi c'est énorme? Parce qu'aux États-Unis, il y a 10 millions de personnes avec de l'ostéoporose, 43 millions qui sont à risque et plus de 300 000 patients avec des métastases dans les os. Bref, c'est pas un marché, c'est un continent qui s'offre à eux. Et vu que le traitement coûte une blinde, Sandoz a ouvert la porte à plus d'accès, moins de dépenses et un coup de projecteur bien suisse sur l'innovation de la santé. Petit rappel, Sandoz, c'est pas des amateurs, hein, c'est eux qui ont lancé le premier biosimilaire aux USA en 2015. Et donc là, ils confirment leur place de patron sur le terrain. Quand on regarde le graphique, il n'y a pas trop de questions à se poser. Le truc, il est juste vertical. Vous voyez le recovery depuis l'histoire des droits de douane, avec les exagérations qu'on a fait. À 25 balles, ça vaut 44. Et là, c'est même plus un graphique, c'est on dirait une ascension quasi verticale. On va pas essayer de tirer des traits, mais on va aller rechercher probablement ce top-là, déjà dans un premier temps. Mais en tout cas, très bonne nouvelle. Il y a un graphique absolument spectaculaire sur son dos qui ne laisse plus aucun doute sur sa performance future. En tout cas, c'est l'impression que ça donne pour l'instant. Sika, qui sont les rois des matériaux de construction à Zug, et Sulzer, qui sont les pros du génie chimique à Winterthur, ils viennent de s'unir pour un projet commun, recycler les plastiques qui sont issus de la construction. Donc l'idée de base, c'est de créer un joint venture 50-50 basé en région zurichoise pour lancer dès cette année un système de collecte, traitement et réutilisation des plastiques du BTP. Fini les décharges pleines de tuyaux en PEHD et dissolvants pourris. Place au recyclage intelligent, mêlant procédés mécaniques et chimiques. Sika va donc amener son savoir-faire dans les polymères et matériaux, et Sulzer sort sa science du recyclage chimique. Premier test, Allemagne, Autriche et Suisse. Et puis il y a urgence parce que le bâtiment européen crache 2 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Aujourd'hui, on les jette, demain, on va les revaloriser si cette alliance fonctionne. Des partenaires logistiques et du recyclage local vont venir compléter le puzzle. Objectif, fermer la boucle et faire de ces déchets un nouveau business circulaire, rentable, propre, ce qui devrait faire plaisir aux gérants de fonds dans l'économie circulaire et ESG. Alors, je ne sais pas si ça va rapporter beaucoup d'argent cette histoire, mais en tous les cas, le graphique de Sika semble montrer une forme de consolidation et un réveil du côté des indicateurs. Donc, je pense qu'on peut remonter facilement en direction des 234 ces prochains temps sur Sika. Et Sulzer, c'est la même chose que Sandoz. Graphique vertical là aussi. Là aussi, on devrait pouvoir repartir en direction des 167, 170 francs suisses ces prochains temps. Après une petite zone de consolidation, ça a l'air d'être tout à fait prêt pour pouvoir continuer le mouvement sur Sulzer, mais avec une petite préférence sur Sika si je devais faire un choix entre ces 2 titres. Julius Baer vient d'annoncer ses objectifs stratégiques pour les 3 prochaines années. Et alors, il vise la croissance, aussi fou que ça puisse paraître, mais une croissance à la Suisse.
donc c'est-à-dire plutôt tranquillement. Objectif numéro 1, attirer plus de pognon. Quelle surprise, ça c'est hyper original pour une banque. Julius Baer veut faire grimper ses nouveaux capitaux nets de 4 à 5% par an. En gros, ils veulent que les riches continuent à leur confier leur pognon, rien de très original, mais au moins c'est clair. Objectif numéro 2, moins de dépenses pour gagner plus. Là aussi, hyper original comme stratégie. La banque veut aussi ramener son ratio coût-revenu sous les 67% d'ici 2028. Traduction, pour chaque franc gagné, ils veulent en dépenser moins en salaire, en IT, en café et tout le reste. Et pour ce qui est des rachats d'actions, eh bien on fait une pause. Julius Baer met ça au frigo en attendant le feu vert de la FINMA. Pas de retour massif de cash pour les actionnaires pour l'instant. Et ils seraient également sur le point de fermer leur succursale qatari, ouverte à Doha il y a moins de 3 ans. C'est selon le portail en ligne, enfin le blog en ligne Paradeplatz. Mais pour l'instant, no comment de la part de Julius Baer. Vous avez vu que ces derniers temps que Julius Baer a fait pas mal de commentaires et puis c'est jamais très très positif, surtout après les résultats. Pour l'instant, on est en train d'essayer de trouver un fond à cette tasse, parce que ça ne fait que de descendre. On a tenté un rebond vendredi, alors est-ce que ça marque les plus bas? Difficile à dire. Perso, il y a toujours ce gap là-dessus qui me dérange, donc je trouverais super sympa qu'on aille chercher le gap en bas en direction des 49 francs, et puis ensuite qu'on puisse commencer à se dire, bon, ok, bon, ok, la restructuration va fonctionner, et on peut anticiper à ce moment-là un retour à la hausse. Ça m'embêterait un petit peu qu'on remonte tout de suite, parce qu'on irait bien combler ce gap, ce qui est plutôt pas mal. Mais par contre, après, on laisserait quand même ce risque ouvert. On sait toujours que les gaps sont faits pour être comblés. Donc voilà. Perso, je me dis, je me mets à l'achat un petit reminder autour des 49 francs suisses pour essayer de jouer cette clôture de gap et un changement de perception sur Julius Baer ces prochains temps. Du côté de l'UBS, eh bien, on connaît dorénavant le prix d'être aussi seul, obèse et unique dans le paysage suisse. Vendredi, la Suisse a donc sorti sa boîte à outils réglementaire pour s'attaquer à un sujet qui fait tousser depuis 2023. L'UBS est devenue trop grosse, trop énorme depuis le rachat express du Crédit Suisse, qu'on appelait aussi le Titanic bancaire. UBS est devenue la seule banque systémique du pays et son poids pèse plus lourd que le PIB national. Autant vous dire que s'il se vautre, c'est tout le pays qui risque de se faire harakiri. On a déjà vécu ça en 2008. Alors, le Conseil fédéral a dit plus jamais ça. Dans un remake helvétique de On apprend de nos erreurs. La présidente Karine Keller-Souter a clairement posé le cadre après 2008 et 2023. On ne va pas s'en reprendre une troisième en pleine poire. L'UBS devra donc désormais mettre plus de capital de côté pour couvrir ses activités internationales. On parle de 26 milliards de dollars à immobiliser. Histoire que si ça part en sucette à l'autre bout du monde, la Suisse ne doive pas sortir le chéquier encore une fois. La BNS, elle trouve ça tout à fait faisable et la FINMA, le gendarme financier, applaudit des deux mains pour une fois que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, la dernière fois où ils étaient tous d'accord, c'était lors de l'escroquerie organisée pour le rachat du Crédit Suisse, sauf que la dernière fois, l'UBS était aussi d'accord, et que là, ça couine un tout petit peu aux entournures dans la région de Zurich. Sergio Ermotti, le CEO, et Colm Kelleher, le président, ont sorti la sulfateuse en interne. Selon eux, ces règles vont flinguer leur compétitivité mondiale. Traduction, on ne pourra plus courir après Morgan Stanley ou Goldman Sachs sur les marchés étrangers et ça va faire mal à nos bonus. Oui, bon, ça, ils l'ont pas dit, mais on sent quand même que entre les lignes, on le ressent à 10 km. Selon plusieurs analystes, eh bien, UBS va devoir ralentir, voire freiner ses ambitions aux États-Unis et en Asie. Pas pour des raisons stratégiques, non, juste parce que ça va leur coûter plus cher. C'est comme si tu devais payer une taxe carbone sur chaque fantasme d'expansion. Et puis, en plus, globalement, cette réforme marque la fin de l'illusion suisse selon laquelle tout est sous contrôle. Le naufrage du Crédit Suisse a rappelé que même chez les banquiers en costard-cravate et en silence feutré, la merde peut arriver à tout instant et souvent, elle est bien empaquetée et bien cachée. Bon, pour être franc, je ne sais pas qui avait encore ce genre d'illusion, mais visiblement, il y avait encore du monde. Et la question qui plane toujours, même avec 26 milliards de plus dans les tiroirs, que se passerait-il si l'UBS dévisse vraiment? Certains experts pensent que le plan B reste très très flou, voire inexistant. Bref, en Suisse, on muscle les règles du jeu, on essaye de faire comprendre à l'UBS qu'elle n'est pas au-dessus de la montagne, elle n'est pas au-dessus des lois, mais entre lobbying, menaces voilées et poids économique de la bête, le bras de fer ne fait que commencer. Par contre, on s'en fout littéralement parce que l'UBS, c'est quand même la meilleure performance de la semaine, avec en plus un cadeau de Jeffries qui vient de mettre un bail avec un target à 37 francs suisses. Alors c'est vrai qu'on aurait pu finir de manière plus explosive en fin de semaine, mais néanmoins c'est déjà pas mal. C'est quand même hallucinant qu'on vient de leur serrer
comment dire, on vient de leur coincer les doigts dans le tiroir à l'UBS, et puis malgré tout, le titre explose. Donc vous voyez que sur le graphique, le 2 juin, l'upgrade de Jeffries qui fait monter le titre déjà à 27 et des poussières, et l'annonce du Conseil fédéral qui nous fait casser la moyenne mobile de 100 jours et qui donne une très très belle journée, une très très belle configuration technique à l'UBS. Allez comprendre pourquoi, ils vont être moins agressifs, ils pourront moins se faire d'expansion à l'étranger, mais visiblement ça plaît bien au marché parce qu'ils vont aller se cacher et que peut-être ils font moins de conneries, allez savoir si c'est ça, je sais pas. En tout cas, il y a un gap à combler ici au niveau des 30 balles. On a l'impression que l'UBS va y aller, après il faudra voir la suite de l'histoire parce qu'il va falloir quand même montrer un petit peu comment ça évolue, même si les chiffres étaient relativement bons ces derniers temps. Voilà, on est plutôt bien positionné sur l'UBS et puis on a l'air d'avoir protégé la banque avec moins de risques à venir. Mais ça, l'histoire nous le dira plus tard. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Novartis coche une case importante dans sa dernière étude sur le Pluvicto, un terme qui, à défaut de faire gagner au Scrabble, semble bien cartonné contre la forme agressive du cancer de la prostate. Alors bon pour les patients, bon pour la com, bon pour l'action. Holcim de son côté prépare son petit divorce à l'américaine. La partie nord-américaine du groupe va voler de ses propres ailes dès le 23 juin sous le nom de Amrise, vous le savez, et bam, une double intro en bourse à New York et à Zurich. Ils veulent vendre du béton à Wall Street. Bellevue Group a perdu son CEO, ou il s'est perdu tout seul, on sait pas trop, mais en tous les cas, entre les droits de douane et les marchés qui leur font la gueule, leurs encours continuent de fondre comme neige au soleil. Résultat semestriel attendu en chute libre. Temenos, après avoir géré une demi-crise de confiance, vend enfin son bébé multifond qui passe dans les bras de Montagu Private Equity pour la modique somme de 400 millions de dollars. On espère qu'ils l'ont bien nourri avant le départ. Sycor récupère une usine à Plan-les-Ouates en partenariat avec Mercury Mission System. Mercury s'engage à commander chez eux pour les 5 prochaines années. Bref, défense, tech, Genève, un peu de patriotisme économique version suisse dans le village où je suis né. Enfin, village, plus vraiment un village, Plan-les-Ouates. Roche obtient le feu vert européen pour sa nouvelle version comprimée d'Evrysdi, son traitement contre l'amyotropie spinale, moins de seringues, plus de pilules et potentiellement plus de ventes. Evolva, quant à elle, continue de galérer, son projet de relance tombe à l'eau, rejeté par les communes concernées, comme quoi se reconvertir dans les hôpitaux quand on a un ex-biochimiste, ça marche pas toujours. Dans le textile industriel, Ritter vise un chiffre d'affaires stable, malgré la guerre commerciale. En clair, ils espèrent ne pas se prendre un coup de fil de Trump avant la fin de l'année. AMS Osram file en mode Duracell, partenariat avec une boîte allemande pour lancer leur batterie grand public. Objectif, brancher l'Europe sur du 100% branding LED. Avolta voit Alibaba se barrer en douce. Le géant chinois réduit la voilure à l'intérieur de Avolta. Et ça fait toujours bizarre quand le grand frère ne veut plus jouer avec toi dans la cour de récré. Basilea Pharmaceutical en poche 2,5 millions de dollars de la part de Pfizer pour des ventes solides de son antifongique, le Cresemba. Isavuco, truc muche pour les puristes. Comme quoi, les champignons, ça peut rapporter gros. Burkhardt Compression a compressé ses chiffres dans le bon sens, carnet de commandes plein, les chiffres d'affaires qui explosent, le milliard, et dividendes en hausse. Il prévoit du calme pour cette année, mais avec un coussin bien moelleux et confortable. Straumann, le roi de l'implant dentaire, pourrait tailler dans les effectifs à Villeray, jusqu'à 250 personnes sur le carreau. Le motif, direction Shanghai, là où les implants coûtent moins cher à produire. Vive la délocalisation dentaire. Et pour finir, Galderma cartonne, bon retour clinique pour l'un de ses traitements et un bail de Kepler avec un objectif à 137 balles. Le marché aime les rides qui disparaissent et les analystes aussi. Du côté de la semaine qui nous attend, l'indice est fermé pour cause de Pentecôte. Bon, c'est surtout fermé en Suisse, chez nous, mais autrement, il y aura le PIB japonais, le CPI, le PPI et le trade balance en Chine, lundi donc. Le climat de consommation en Suisse sortira mardi. Et après, on va partir sur les chiffres de l'inflation aux États-Unis, CPI, PPI, avant les sentiments des consommateurs américains version l'université du Michigan. On peut donc s'attendre à de nouveaux discours orientés de la part de Trump en direction de Powell et de nouveaux discours de Trump au niveau des droits de douane avec la Chine ou tout autre pays qui ne serait pas assez collaboratif avec le président américain. Voilà, c'était donc notre tour du monde de la semaine, version bourse et géopolitique, version vaudeville, des chiffres bidonnés, des tweets rageux, des banquiers en PLS et nous au milieu qui essayons de garder notre calme. La semaine qui arrive sera raccourcie pour nous les Suisses, mais ça nous promet encore de bons moments bien intenses sur les marchés boursiers. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français pour ne rien rater des prochains événements et des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez et puis surtout gardez votre sens critique affûté. Et nous on se retrouve très vite pour un nouveau sketch géopolitico-économique. Très bon week-end à tous et on se voit mardi pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.